dans le ciel, et si on les observe furtivement comme ça à l'œil nu, eh bien on va avoir l'impression que le ciel est immobile, qu'il ne bouge pas. Il y a plein de choses intéressantes à repérer dans le ciel. Là j'ai volontairement choisi une image de la Voie lactée, c'est toujours assez sympathique et un petit peu romantique aussi à observer, mais je ne vais pas trop plus m'attarder là-dessus, puisque l'objectif pour ce que je vais vous présenter, c'est quand même non pas d'observer à l'œil nu, mais observer à l'aide d'un instrument pour faire des photos. Alors, faire des images, on peut s'intéresser à plein de choses qui se trouvent dans le ciel. On peut faire des images des nébuleuses, des images des galaxies. Vraiment, il y a une grande diversité et on peut passer à peu près toutes les nuits qui nous est offert pour faire des images astronomiques. Moi, j'ai pris un exemple ici. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas moi qui ai fait cette photo. Hein. Je vais faire ça. Mais voilà, une image de la nébuleuse d'Orion qui est plutôt jolie. Alors, j'ai choisi cette image pour vous faire percevoir à la fois la beauté qu'il y a dans le ciel et aussi parler un petit peu de la difficulté pour obtenir une image comme celle-ci. Il ne faut pas imaginer qu'un astrophotographe se dit tiens, moi je vais faire une photo de cette nébuleuse, je vais prendre mon appareil photo, je vais appuyer sur le bouton et puis hop, voilà. Ça ne se fait pas en une seconde, loin de là. C'est un petit peu plus technique que ça. Et c'est là qu'on va voir que l'électronique est là pour nous aider un petit peu. Voilà. Alors le problème pour obtenir une photo comme ça, il y en a deux déjà, deux principaux problèmes. C'est que déjà, il faut poser très longtemps. Vous posez plusieurs heures hein, pour ressortir une image comme celle-ci. Et l'autre difficulté, c'est qu'après, il faut traiter les images. Une fois de plus, faire appel à l'informatique, puisque à notre époque, on est dans le monde numérique, hein, il n'y a plus les appareils photo. On fait moins de photos en argentique. Et en numérique, eh bien, on peut aussi combiner les images et ça demande beaucoup de traitement. Donc, une image comme celle-ci, ça met entre la partie acquisition d'image et la partie traitement de l'image, ça prend des heures et même voire des dizaines d'heures pour obtenir une image comme ceci. Donc ça ne se fait pas tout seul. Alors comme si ce n'était pas suffisamment compliqué comme ça, il y a d'autres petits problèmes qui sont purement astronomiques. Le problème numéro 1, c'est que la Terre tourne. Ouais, alors là, c'est pas un scoop, hein, loin de là. Voilà une photo du ciel centré sur l'étoile polaire en direction du pôle nord céleste. Et effectivement, si on prend une photo relativement longue, eh bien, pendant notre prise de vue, l'appareil photo est immobile par rapport au plancher des vaches, par rapport aux arbres, mais il ne l'est pas par rapport aux étoiles. Et comme la Terre tourne, eh bien, l'appareil photo est entraîné dans le mouvement de rotation de la Terre par rapport aux étoiles. Et donc, on va avoir ce phénomène de rotation du champ de vue qui va être très embêtant. Alors, effectivement, là, cette pause-là, elle a été effectuée sur quasiment une heure. Hein. On voit vraiment le mouvement des étoiles. Quand on fait des photos astronomiques, en général, on pose quelques dizaines de secondes, quelques minutes. Donc forcément, ce mouvement-là est beaucoup plus faible. Mais il est faible, mais comme on zoome énormément pour observer une portion du ciel, eh bien, on va quand même voir ce phénomène apparaître. Alors là, j'ai repris l'image de la photo d'Orion, et voilà l'image qu'on aurait obtenue si on ne compensait pas la rotation du ciel. Bon, j'ai triché. En fait, je suis parti de cette image-là, j'ai fait un effet de mouvement, mais c'est vraiment ça qui se produirait, c'est-à-dire que pendant la prise de vue, eh bien, l'image se décale et ça ferait une image au final moche. Enfin, voilà, c'est qualificatif approprié. Assez moche, enfin, en tout cas très flou. C'est comme quand on prend une photo, quand on a des cyclistes qui passent devant nous, eh bien, avec le mouvement qui est rapide par rapport au temps de pause de l'appareil photo, on a un flou de bouger comme ici. Alors, les instruments ont des petits moteurs. Là, ça ne se voit pas, mais le télescope est en train de tourner à la vitesse de rotation de la Terre. Ça ne se voit pas à l'œil nu, hein, c'est très lent. Hein. Il met 24 heures, bien sûr, pour faire un tour sur lui-même. Mais actuellement, si on regardait le ciel, l'objet qu'on viserait à l'aide du télescope resterait toujours, s'il est bien réglé, hein, là je l'ai posé forcément au pif, mais en tout cas, il suivrait potentiellement le mouvement de rotation de la Terre. Voilà.
Donc ce que je vais vous parler, c'est pas du tout le fait de compenser la rotation de la Terre. Il y a des systèmes qui existent déjà. Hein. En fait, à l'intérieur, on a un petit moteur qui fait tourner à la bonne vitesse le télescope. Donc ça, c'est géré, c'est vendu dans la plupart des télescopes maintenant. Ouais. Donc voilà, donc moi je vais vous parler dans cette présentation, c'est surtout en fait, ce que j'ai réalisé. Et en fait, je vais vous présenter deux choses que j'ai réalisées. Une chose qui correspond à ce télescope, c'est pour ça que je l'ai ramené. Et puis, quelque chose qui, on va dire, en lien avec ce que je vais vous présenter à l'aide de ce télescope, puisque on va dire que ce télescope, c'est un peu le prototype de ce que je vais vous présenter dans la deuxième partie. Ce que je vous présenterai dans la deuxième partie, c'est des choses que j'ai créées pour l'association dont je m'occupe à Sévérac. Hein. Sévérac, c'est une petite commune qui se trouve à 45 minutes d'ici au sud, hein, c'est entre Redon et Pontchâteau. Et en fait, on dispose d'un observatoire, on voit la coupole de l'observatoire ici. Et sous la coupole de cet observatoire, eh bien, on a un télescope qui se trouve ici. Alors là, bon, on ne l'a pas ramené aujourd'hui parce qu'il est un petit peu plus gros que celui-ci. Pour vous dire, l'ensemble fait à peu près 500 kg. Vous le verrez tout à l'heure sur une autre image, mais le tube en noir qu'on voit ici fait quasiment 2 mètres de longueur. Le diamètre du miroir, c'est à peu près 43 cm, hein, 430 mm. Donc on ne l'a pas ramené aujourd'hui. Mais par contre, pour ce télescope-là, l'association a entièrement réalisé ce télescope de A à Z, les plans, la conception, la fabrication, enfin tout de A à Z. Moi, je ne connais pas grand-chose en mécanique pour la partie réalisation, donc c'est des copains qui ont fait ça. Par contre, pour la partie électronique, pour faire en sorte que le télescope tourne à la bonne vitesse, pour que le télescope trouve les étoiles qu'on cherche, j'ai réalisé le système dont je vais vous parler dans la deuxième partie de l'exposé. Donc voilà pour la petite introduction. Voilà. Alors, maintenant, je vais me centrer sur ce télescope. Hein. Et en fait, ça ne se voit pas. Et je vais vous expliquer. Ce télescope, en fait, je l'ai acheté dans le commerce, hein, effectivement. Mais j'ai rajouté des petites fonctionnalités pour que ça soit plus pratique. Je ne sais pas si vous le voyez depuis là où vous êtes, mais en fait, ici, j'ai rajouté un cadre qui est en bois. Hein, tout simplement. On va mieux le voir en photo après. Et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Ce n'est pas juste pour mettre du bois un petit peu, côté naturel, du télescope me plaisait bien. Non, non. C'est qu'à l'intérieur, il y a des choses, que je vais présenter maintenant. Alors, donc, cette partie-là s'appelle un Raspberry et des étoiles. Pourquoi un Raspberry? Alors, un Raspberry, voilà, j'en ai ramené un petit Raspberry. Le Raspberry, c'est la petite carte électronique qu'on voit ici. On peut dire que le Raspberry, c'est le plus petit ordinateur du monde. Cette petite carte-là correspond à un ordinateur, hein, tout simplement, où on peut brancher un écran, on peut brancher un clavier, on peut brancher une carte réseau, hein, on peut brancher l'alimentation quand même aussi, parce que c'est important de l'alimenter. Voilà. L'équivalent du disque dur, il se trouve ici, c'est une petite carte SD, hein, comme on peut le mettre dans différents appareils. C'est tout petit, ça ne consomme pas grand chose, hein, 5 watts à peu près. Et globalement, pour la plupart des applications qu'on a au quotidien chez nous, ça pourrait complètement remplacer votre ordinateur. Voilà. Moi je me suis amusé à faire plein de choses avec ces petites machines-là. On peut très bien regarder, surfer sur Internet. Regarder des vidéos, c'est un petit peu limite, parce que si on prend des vidéos haute résolution, il va avoir un petit peu de mal, le Raspberry. Mais d'autres vidéos, on peut complètement le faire. Voilà. Voilà. Donc, petite présentation du Raspberry. Il y a un Raspberry qui se trouve dans le boîtier, vous le verrez tout à l'heure. Et c'est ça qui fait que le télescope ici, j'ai dit que c'est un télescope 2.0, puisqu'il est un petit peu plus performant que quand il a été acheté. Quoi. Alors, je mets le Raspberry ici. Alors, mon but c'était de faire de la photo avec mon télescope. On peut bien sûr s'en servir pour observer visuellement, mais moi j'avais envie de me lancer dans la photo. C'était aussi pour voir si les idées que j'avais pouvaient s'appliquer sur le gros télescope de l'association. Ça c'est mon matériel personnel.
Et disons que ce que je m'étais dit, c'est que on n'allait pas investir dans l'association si les idées que j'avais ne marchaient pas. Donc j'ai préféré tester sur mon propre matériel, quitte à dépenser des choses pour rien. Non mais ça a marché, donc ça va, je suis rassuré. Et puis après, dire à l'association, bon en fait c'est fonctionnel, on peut se lancer pleinement dans le projet. Donc pour faire de la photo, il faut différentes choses. Il faut déjà un télescope, hein. Voilà. Donc là c'est un miroir de 200 mm. Faut une monture qui correspond au support du télescope, hein, qui est ici. Voilà, une monture motorisée. Et puis il va falloir rajouter d'autres ingrédients. Ça c'est le minimum pour pouvoir observer le ciel, hein. Pour faire de la photo, il faut un appareil photo. Voilà, il faut un appareil photo. Je ne l'ai pas ramené ici, mais l'appareil photo se positionne à l'arrière du télescope à ce niveau-là. Voilà. On peut le voir dans la salle d'exposition à côté. Il y a le système qui est présenté. Il faut une lunette guide, qu'on voit ici. La petite lunette, c'est un deuxième appareil pour observer les étoiles, mais ici de diamètre inférieur. Il va permettre de tout simplement suivre les étoiles. C'est pour ça qu'on appelle ça une lunette guide. Et puis, la lunette guide, elle a aussi besoin d'un capteur, d'un récepteur. Et c'est une petite caméra qu'on voit ici. Hein. Alors c'est... Par abus de langage, on dit une caméra CCD, mais en fait, ce n'est pas la technologie CCD, c'est une caméra, hein, où on a un capteur, pareil, qui va filmer le ciel. Le but du jeu, de la petite caméra qui est ici, c'est de garder toujours au même endroit sur l'image une étoile qu'on a choisie. L'idée, c'est que dès que la petite étoile se décale, eh bien, on va compenser, on va régler le télescope pour que l'étoile reste toujours au même moment. Avant, ça se faisait à la main. Maintenant, c'est bien sûr les ordinateurs. Et c'est là que le Raspberry va intervenir. C'est lui qui va en permanence regarder l'image qui se trouve sur la petite caméra pour dire « Oh là là, la petite étoile est en train de se décaler. Je vais dire au télescope de se remettre au bon endroit. Et comme ça, on n'est pas embêté. » Voilà. On n'est pas embêté, surtout qu'on va avoir des images qui sont nettes. Voilà. Et donc, effectivement, la solution classique, c'est de prendre un ordinateur, bien souvent portable parce qu'il faut se balader, de brancher l'ordinateur portable à côté de l'ordinateur, brancher tous les petits câbles que vous voyez dépasser ici sur la caméra, l'appareil photo, le reste sur l'ordinateur, ça fait plein de câbles partout. Je l'ai fait, hein, c'est bien, hein, mais ça fait vraiment beaucoup de fils partout. Donc, je me suis dit, tiens, on va remplacer l'ordinateur par un Raspberry. Voilà. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le Raspberry, hein, ça coûte. La carte en elle-même coûte 40 €. 40 € pour un ordinateur qui est aussi performant que celui que vous avez à la maison, ou quasiment du moins. Bon, c'est quand même intéressant. Et d'accord, on n'a pas de clavier, on n'a pas de souris pour ce prix-là, enfin, on rajoute. Hein. Donc c'est quand même beaucoup moins onéreux qu'un ordinateur portable. On divise le coût quasiment par 10, voire plus. Quoi. Et surtout, c'est que ça va permettre de faire pleinement ce qu'on veut ici. Ok. Donc voilà l'idée. Alors, après, quand on fait de la photo astronomique, forcément, on fait des images qui doivent être stockées dans la mémoire de l'ordinateur, du Raspberry. Et la petite carte SD qui est ici a une capacité qui n'est pas si grande que ça. Et donc, on la saturerait assez rapidement. L'idée, c'est tout simplement de mettre un disque dur associé au Raspberry qui va permettre de transférer les images directement sur le disque dur. Alors, j'ai choisi un disque dur. En fait, les disques durs, il y a deux types de disques durs, on va dire. Des disques durs où il y a une partie mécanique qui tourne et donc qui fait des vibrations. Voilà. Quand on fait des images sur un télescope, d'autant plus quand le disque dur est intégré au télescope, il ne faut mieux pas qu'il y ait des vibrations, autrement ça serait un petit peu embêtant. Donc moi j'ai choisi un disque dur SSD, c'est-à-dire un disque dur où il n'y a pas de partie mécanique, donc pas de vibration, ce qui m'a permis de le mettre en toute confiance dans le télescope sans problème. Alors l'idée c'est que le Raspberry ça tourne non pas sous Windows, j'espère pas qu'il y a des militants pour Windows, parce que je ne suis pas très Windows en fait. Disons que le système c'est un système Linux, l'avantage c'est que c'est gratuit aussi. Le disque dur, j'ai pris un disque dur de 250 Go, ce qui permet d'avoir vraiment de la place pour faire des images. Je vais vous faire la démonstration tout à l'heure. Je vais piloter le télescope
à partir de l'ordinateur, mais aussi de mon téléphone portable. Je peux le piloter entièrement grâce à un petit logiciel que j'ai installé dessus. Et puis surtout, c'est que en fait, dans le Raspberry, il y a une carte réseau, c'est une carte Wi-Fi. Et cette carte Wi-Fi, je l'ai réglée pour être un hotspot, c'est-à-dire que c'est un émetteur. En ce moment, hein, le télescope, c'est un serveur. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, par exemple, si vous connectez au Wi-Fi, vous allez voir, il y a une émission qui s'appelle Raspberry Telescope ou Raspi Telescope. C'est lui, hein, c'est lui qui est là, qui est en train de nous parler. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans le petit boîtier? Je ne vais pas démonter le boîtier parce que c'est un petit peu, il y a des vis, c'est embêtant. Donc j'ai fait des photos pour vous expliquer un petit peu l'idée. Alors là, c'est la configuration complète. Je n'ai pas tout ramené, hein. Vous voyez, là on trouve l'appareil photo. On voit la petite caméra qui sert d'autoguidage. Voilà, voilà. Et avant de faire tout ce petit boîtier, tout était un petit peu en vrac comme ça. Voilà. Donc c'était un peu moins esthétique et surtout c'était un peu dangereux, on risque de se prendre les pieds dedans, surtout la nuit, en plus on voit rien. Donc voilà. Donc j'ai tout ce que vous voyez ici, hop, je l'ai compacté, je me suis débrouillé pour que ça tienne là-dedans. Vous allez voir, c'est serré, mais ça va. Alors voilà ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, là c'est l'arrière du boîtier, hein, donc c'est comme si on regardait, on se mettait derrière et on regardait comme ça. Enfin, vous allez voir dans une image après. Et on va trouver tous les ingrédients dont je vous ai parlé. On va trouver effectivement le Raspberry qui est ici, hein, qui se trouve donc là, le Raspberry, et le disque dur avec toute l'intelligence, toute la mémoire se trouve ici, de l'autre côté. Ah oui, j'avais pas assez de place pour tout mettre d'un même côté, puis je voulais équilibrer, c'est important d'avoir de l'équilibre pour les télescopes pour pas qu'ils souffrent de taux dans la rotation. Donc le disque dur il est branché là, hein, il y a le câble, voilà. Et le câble il arrive ici. Et puis il faut aussi pouvoir connecter le télescope au Raspberry. Donc là on a ce qu'on appelle un port de communication, un port COM. Donc c'est pareil, le port COM est ici, le câble, voilà, il arrive ici, tac, et il est branché sur le Raspberry, ce qui va permettre de piloter le télescope. Voilà. Alors pour mieux voir, j'ai fait deux petites images, une à gauche, une à droite. Donc voilà, on retrouve le disque dur dont je vous parlais, le port COM où on va brancher la raquette du télescope, et puis de l'autre côté, effectivement, on trouve le petit Raspberry. Alors ça tombe bien, le Raspberry, ça a 4 petits ports USB, donc il y en a déjà 2 qui sont pris, un pour le disque dur, un pour le port COM, il en reste 2 disponibles, tant mieux, il m'en fallait précisément 2, puisqu'il va falloir que je vienne brancher ma petite caméra d'autoguidage qu'on trouve derrière la petite lunette. Et puis le dernier port, c'est tout simplement l'appareil photo qu'il faut brancher. Et d'ailleurs les deux câbles sont ici, hein. On a le câble USB pour l'appareil photo, le câble USB pour la caméra d'autoguidage. Et puis il reste un dernier petit câble ici dont je n'ai pas parlé et qui n'est pas branché sur le Raspberry mais sur le télescope et qui sert à dire ah l'étoile est sortie, je vais corriger un petit peu à gauche, un petit peu à droite, hein, le câble d'autoguidage. Donc voilà. Bon, ok. Donc voilà. Après, donc, dernière petite photo de présentation. Je mets tout ça à l'arrière. Voilà, là c'est à peu près la configuration telle qu'il est présenté ici. Donc le télescope est branché sur le port COM. Et là, la petite nappe ici, c'est justement la caméra et l'appareil photo. Alors j'ai réalisé ça au mois de novembre. Au mois de novembre, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre le mois de novembre et il y a encore quelques semaines, on n'a pas eu beaucoup de nuits étoilées. Donc voilà. Donc c'était prêt, mais je ne pouvais pas m'en servir. Donc un peu de frustration, enfin voilà. Et puis le SIPO au mois de février, vous savez, on a eu un mois de février qui ressemblait plutôt à un mois de mai, quoi, en fait, les jours où j'aurais pu faire un test, j'étais pris à faire autre chose parce que je ne fais pas que de l'astronomie. Voilà. Et puis, donc la première image, ça a été le 31 mars. Ça a été le 31 mars, donc c'est tout récent. Donc voilà, je vous le montre. Hein. Donc là, ça c'est l'écran du Raspberry déporté. Vous allez voir, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et ça, c'est la première image
que j'ai faite, on ne voit pas très bien avec, sur le vidéoprojecteur. En fait, c'est une image que personnellement je considère ratée, tout simplement parce que j'ai oublié un réglage sur l'appareil photo qui a fait que la photo est nettement moins belle que ce que je pouvais espérer. J'ai récidivé avant-hier soir, j'ai pas eu le temps de traiter les images, et là, je pense que ça sera beaucoup plus sympathique. Alors, je vais vous faire une démonstration juste de comment on pilote le télescope à distance. Je vais le faire de deux façons. La première façon avec l'ordinateur, et puis après avec le téléphone portable. Alors, je vais juste sortir la présentation. Si je fais ça, ça marche. Et je vais piloter. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran sur le télescope. Et en plus, comme il y a une caméra et un appareil photo, on ne peut pas regarder directement au télescope. Donc, il faut se connecter au télescope grâce au Wi-Fi. Voilà. Et donc, le télescope, s'il y avait un écran qui était branché directement sur Raspberry, voilà ce qu'on verrait. Hop là. Voilà, ça c'est comme si c'était l'écran de l'ordinateur qui est sur Raspberry. Voilà. Donc là j'ai connecté au télescope. Et il faut imaginer que moi quand j'observe, par exemple avant-hier soir il faisait pas très chaud dehors. La preuve c'est que le matin c'est dégivré. Moi je suis au chaud dans ma maison. Voilà. Pour piloter le télescope c'est plutôt agréable. Bon bah voilà, et puis après on peut choisir un objet où on veut viser. Tiens, je vais par exemple viser cette étoile là par exemple, et puis je vais dire au télescope d'aller viser en direction de cette étoile. Et voilà. Et donc le télescope va aller tout seul au bon endroit. Hop, il se positionne. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, il bouge. Ok. Bon, voilà. Hop, il arrive au bon endroit. Alors bien sûr, comme je vous disais, ça c'est le manipulage, je la fais au chaud dans ma maison et tout ça. Mais il y a des fois, il faut quand même à proximité de son télescope pour faire certains réglages. Là, il n'y a pas de système de réglage automatique, donc je suis obligé de me rapprocher du télescope pour faire la mise au point. Et ce que je fais en général quand je fais la mise au point, eh ben, je me connecte avec mon téléphone portable, hop, je me connecte sur le Raspberry, sur le téléphone portable. Donc là, j'ai la main. Et en fait, en général, je fais la mise au point sur l'écran de mon téléphone portable. Je regarde, là, mon étoile est mise au point, c'est bon, je vais pouvoir faire la photo. Et voilà. Et par exemple, je peux faire exactement la même chose que ce que j'ai fait ici avec le téléphone portable. Par exemple, je vais choisir cette petite étoile-là. Tiens, voilà. Hop. Ah. Forcément, c'est moins pratique avec le... Bon, pas grave. Et je vais envoyer le télescope vers... voilà. Et voilà. Et donc ça se déplace de la même façon. À l'aide du téléphone portable. Hop. Et donc on peut aller partout dans la campagne, il n'y a pas besoin d'être à proximité, il suffit d'avoir un ordinateur aussi à côté. Alors, je vais juste me déconnecter. Et voilà. Ok. Bon, après, on peut bien sûr remettre le télescope comme il était. Je pense que pour la vidéo, ce sera peut-être plus sympathique d'avoir le télescope dans la bonne position. Donc je vais le remettre juste à sa place pour finir. Ah oui, c'est ici. Et je vais le mettre ici. Je crois que globalement. Voilà, merci. Tac. J'ai fait tourner le ciel, je vais le remettre en place. Tac. Et on va dire ici. Allez, hop. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on met en place? Je vais revenir sur la présentation. Et voilà. Alors ça c'était à peu près ça c'était pour la première partie, et donc on peut remarquer que ça fonctionne, donc j'étais plutôt content. Le but du jeu, c'était déjà de me faire plaisir, mais aussi de tester, comme je disais tout à l'heure, les choses pour voir si ça pouvait aussi être adapté à l'observatoire.
Alors pour l'observatoire, ça c'est la deuxième partie, l'observatoire, comme j'ai dit tout à l'heure, on a fabriqué entièrement un télescope qui se trouve sous la coupole. Ça fait à peu près 10 ans maintenant qu'on travaille sur ce projet, et tout doucement on l'améliore de plus en plus. Alors, je vais vous présenter, alors comme j'ai dit, on n'a pas pu ramener le télescope, donc on a fait une petite vidéo pour vous présenter l'instrument. Alors, le projet s'appelle Arduino Astro, tout simplement parce qu'il y a des petites cartes Arduino. Petites cartes Arduino, c'est les petites choses qu'on a ici, je vais en reparler dans quelques instants. Et Astro, bah, on devine pourquoi. Voilà. Alors c'est une petite vidéo qui a été faite avec Céline. Céline, je ne la vois pas, mais elle ne doit pas être loin dehors. Et je ne sais pas si on va entendre la musique, parce qu'elle est aussi musicienne. Et pour la petite vidéo, c'est une de ses créations avec son mari. Voilà. Donc voilà. Bon, ouais. La musique elle est là, hein, mais on n'entend rien. C'est pas grave. Donc voilà l'observatoire. Ouverture de la coupole. Ah, si. Donc ça c'est le boîtier Arduino Astro où il y a toute la partie électronique et je vais vous présenter ça dans cette seconde partie. Donc voilà, donc le télescope est piloté avec des petits moteurs, on ne voit pas mais là c'est un petit moteur avec un système d'entraînement courroie cointée et une vis sans fin qui fait la démultiplication. Et tout ça va être piloté par le système que je vais vous présenter, aussi bien sur la partie motorisation, puis la partie commande avec la raquette. Voilà. Tout ça, ça a été réalisé entièrement par l'association. Donc comme pour le télescope qui est ici, hein, on a les mêmes contraintes. Il faut suivre la rotation de la Terre. Vous voyez, c'est piloté par le même type de logiciel. On choisit une étoile, c'est vraiment le même principe. Hein. On veut faire bouger le télescope, on choisit une autre étoile, on clique, et le télescope va se positionner automatiquement sur l'étoile qu'on a choisie. L'avantage sous la coupole, c'est que là, tous les réglages sont en permanence faits. Et donc le télescope, même si on veut observer une planète, par exemple Saturne en plein jour, il n'y a pas besoin de trouver l'étoile polaire. L'étoile polaire, elle est toujours au même endroit, donc, enfin l'étoile polaire, l'axe polaire de la Terre est toujours au même endroit, donc le télescope il trouve Saturne en plein jour sans problème. Donc voilà. Alors, bon, le mouvement du télescope est un peu long, mais voilà. Et donc il se cale par rapport à l'instrument. Alors pour l'instant, j'en parlerai à la fin, il n'y a pas de lunettes d'autoguidage, hein, c'est vraiment que le tube du télescope, et pour l'instant on fait des observations visuelles. Puis forcément, là c'est le petit clin d'œil, une fois qu'on a fini l'observation, ben, on ferme la coupole, hein, ce qui permet de mettre le télescope à l'abri. Okay. Voilà, alors maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de la présentation. Voilà, si c'est bon. Donc voilà, donc là c'est le télescope avant qu'il soit monté, hein, vous voyez c'est un bel instrument, hein, ça vous donne une idée, bon là c'est en perspective, donc bon ça fait quasiment 2 mètres de haut, hein, le télescope. Là la partie tube fait 150 kg, c'est de l'acier, c'est du costaud. Hein. Alors, les petits moteurs hein, qui permettent de faire tourner ce télescope, c'est quelque chose qui tient dans la main. C'est vraiment tout petit, tout petit. Il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. Et il y a 10 ans, au début, on avait un système qui s'appelait le Picastro, qui a été créé par un astronome amateur, Arnaud Gérard, qui se trouve du côté de Brest. À la base, son système avait été créé pour des télescopes à peu près de cette taille-là. Donc nous, on a un petit peu abusé du Picastro, on l'a fait fonctionner pour un système comme ça, mais il y avait des limitations. Ça manquait de puissance et on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Donc, à un certain moment, après quasiment 10 ans de bons et loyaux service, 8 ans à peu près, et ben, je me suis dit, tiens, il faut absolument qu'on trouve, enfin, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on trouve une autre solution. Et il faut savoir qu'il y a des solutions qui existent dans le monde des astronomes amateurs, mais c'est des solutions qui ne correspondaient pas à nos besoins. C'est des solutions qui marchent sous Windows, en particulier. Et surtout, c'est que on ne sait pas comment ça fonctionne à l'intérieur, précisément. Voilà. Et comme nous, tout notre système tourne sous Linux, et qu'on voulait surtout comprendre comment ça marche, on s'est dit, tiens,
on va refaire quelque chose, et c'est là que je me suis dit, tiens, on va voir ce qui existe, on va voir ce qu'on peut faire. Alors je me suis inspiré d'une solution qui existe dans le milieu amateur, mais comme je disais, il n'y a pas beaucoup d'informations sur comment ça fonctionne à l'intérieur, et surtout c'est qu'il n'y a pas actuellement de fonctionnement sous Linux. Comme le Raspberry tourne, enfin pas le Raspberry, pardon, je me suis trompé. Comme notre système à l'observatoire tourne sous Linux, on était obligé de faire ça. Donc l'idée c'est d'utiliser des petites cartes de prototypage, les cartes Arduino. Alors c'est pas des cartes Arduino, c'est des cartes de type Arduino, c'est des cartes de la marque Chipkit. Alors pourquoi? C'est tout simplement c'est des cartes qui sont un petit peu plus puissantes, et par rapport à ce qu'on voulait faire, il fallait cette puissance-là. Au début j'étais parti sur l'utilisation d'une seule carte, mais une seule carte n'arrivait pas à avoir assez de puissance de calcul pour faire ce qu'on devait faire. Ça n'allait pas assez vite. Donc en fait, j'ai réparti la tâche de travail sur deux cartes qui communiquent entre elles. Voilà. Il y a une carte qui permet de piloter un axe qui correspond à l'axe horaire, qui est comme ça, et puis l'autre carte qui permet de piloter l'autre axe. Il y a toujours deux axes pour un télescope sur une monture telle que celle-ci. Donc voilà. Alors, on avait les cartes, mais les cartes, on nous les vend, il n'y a rien dedans. Hein. C'est juste un petit cerveau et des petits ports, c'est tout bête. Donc il a fallu développer à la fois le programme qui gère le système, et aussi développer toute l'électronique autour pour brancher les câbles proprement. Et comme il y a deux cartes, eh ben, il a fallu développer une petite carte mère, voilà, où en fait on va avoir toutes les communications qui doivent être réalisées entre les deux cartes. Là on a le principe de la carte mère sans toute la partie soudure, hein, mais voilà. Et donc il a fallu imaginer, c'est sur ça que j'ai passé le plus de temps, parce qu'il a fallu imaginer comment organiser tout ça et faire tout le routage qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc je me suis bien amusé, c'était sympa. J'ai utilisé un logiciel qui est gratuit, hein, Fritzing, qui marche aussi sous Linux. Je dis beaucoup Linux, c'est bizarre en présentation, parce que j'aime bien. Non, oui, ça se développe sur Fritzing. Alors Fritzing, ça marche aussi sous Windows, il n'y a pas de souci. Alors l'avantage de ça, c'est qu'on développe ça tranquillement à la maison. Moi, j'avais pas les moyens pour faire le Typon et toute la partie réalisation du circuit. Donc une fois que c'est réalisé, qu'on se dit j'ai dû pas me tromper, et là il faut croiser les doigts, hein, voilà, j'ai dû pas me tromper, eh ben, on peut appuyer sur le petit bouton R de fabrication, et en fait c'est envoyé a priori aux Pays-Bas, qui doivent sous-traiter sûrement en Chine, enfin bref, et donc 3 semaines après on reçoit ça à la maison et on est content, et on se dit j'espère je ne me suis pas trompé, quoi. Voilà. Suffisamment peu pour que ça fonctionne. Il y a des petits problèmes, c'est pour ça que là, cette carte mère elle s'appelle version 2, parce que j'ai dû corriger juste des petits détails, mais ils n'étaient pas problématiques pour que ça marche. Donc là, j'ai fait une petite arnaque, c'est qu'ici, je vous présente la carte mère telle qu'elle devrait être, alors que sur cette photo-là, et sur ça, c'est pas tout à fait la même, et il y a un petit problème, enfin, qui a pu être contourné, quoi. Donc voilà, ça c'est l'intérieur du boîtier que vous avez vu dans la vidéo au début. Donc on retrouve la carte mère, là j'ai fait les petites soudures avec tous les petits connecteurs qui vont permettre d'accueillir une carte qui va se brancher ici, l'autre carte qui va se brancher là, voilà. Et puis bien sûr, ces petites cartes là c'est juste la partie logique, le petit cerveau qui commande, qui fait le lien entre justement l'ordinateur et la partie puissance qui correspond aux petits drivers. Ici c'est des drivers pas à pas, c'est des moteurs pas à pas qui vont envoyer les bons signaux pour que les moteurs sont cadencés à la bonne vitesse. Voilà. Donc comme je disais, une fois que c'est fini, hop, on branche les deux cartes, et bien sûr, sur ces deux cartes, il va falloir trouver, il va falloir les programmer. Alors là, je ne vais pas vous détailler le programme, ça n'a aucun intérêt. J'ai juste fait une petite copie d'écran. Donc en fait, les cartes, on les branche sur un port USB, on les programme, et une fois que c'est fini, hop, c'est mémorisé dans la petite carte. Donc il y a une carte
qui sait communiquer avec l'ordinateur et qui sait communiquer avec l'autre carte, et l'autre carte qui sait communiquer qu'avec la première carte. Voilà, donc il y a à peu près 1000 lignes de code dans la première carte, 1000 lignes de code dans la deuxième carte, et ça gère toutes les accélérations, ça gère aussi le fait que le télescope il doit s'arrêter au bon endroit, ça gère la vitesse des moteurs pas à pas. Le programme en soi, sur le principe, n'est pas trop compliqué. Ce qui a été le plus difficile à réaliser, c'est le fait que le télescope, il accélère, puis il décélère, et il doit arriver au bon endroit. Donc il faut anticiper sur les phases d'accélération et de décélération pour que ça tombe au bon endroit. Donc voilà. Je ne vais pas plus détailler parce que c'est beaucoup plus parlant de le voir quand il fonctionne. Et là, je vous invite bien sûr à venir à Cévéral pour voir. Je vais juste finir sur deux